de vous retrouver sur la chaîne éducative tunisienne. Cette leçon de génie mécanique est destinée aux élèves de la 4e année sciences techniques. Elle a été préparée par moi-même, M. Anen Mohamed Safouane, professeur au lycée Cité Ibn Khaldoun Tunis 2, en collaboration avec M. Fawzi Maalej, professeur au lycée Hanaba Al-Ariana, et M. l'inspecteur Mohamed Lahbi Berdes. Dans le cadre du chapitre 4, transmission de mouvement, on va traiter la leçon transmission sans transformation de mouvement et sans modification de vitesse angulaire, à savoir les embrayages et les freins. Plan de la leçon, grand 1, les embrayages. Premièrement, mise en situation. Deuxièmement, fonction et situation d'un embrayage. Troisièmement, classification des embrayages. Quatrièmement, couple transmissible par un embrayage à disque. Et cinquièmement, application. Grand 2, les freins. Fonction et situation d'un frein. Classification des freins. Couple de freinage pour un frein à disque. Et on va terminer par 2 applications. Alors, premièrement, les embrayages. Mise en situation. Sur la maquette didactique d'un moteur d'une voiture, on a ici le côté moteur et la boîte de vitesse. On sait que la transmission de mouvement dans la boîte de vitesse est assurée par des engrenages. Autrement dit, c'est une transmission par obstacle. La question qui est posée, comment assurer et interrompre la transmission de mouvement entre le moteur et la boîte de vitesse lors du changement de vitesse sans arrêter le moteur. Donc pour cela, je vais manipuler devant vous la maquette. Donc ici, on a la maquette d'une voiture. Pour simuler les mouvements qui se passent à l'intérieur du moteur, donc ici, j'ai une manivelle que je vais faire tourner pour voir la chaîne de transmission de mouvement qui se produit. Alors, on sait que l'explosion qui se produit au niveau de la chambre de combustion provoque la poussée des pistons. Ce mouvement de translation est transformé en mouvement de rotation de l'arbre moteur appelé vilebrequin. Ensuite, ce mouvement de rotation est transmis vers la boîte de vitesse, puis vers les roues de la voiture à travers des arbres de transmission. Alors, la question qui est posée, lors du changement de vitesse, on sait qu'on réalise à ce niveau-là des liaisons en rotation par crabotage. Donc, le problème qui est posé, si le moteur tourne ou bien fonctionne, ce mouvement de rotation est directement transmis à la boîte de vitesse. Or, on sait que pour réaliser une liaison par crabotage, il y a un problème, il y a un risque de cassure des dents. Donc, il faut penser comment arrêter la transmission ou bien comment arrêter la transmission de mouvement du moteur vers la boîte de vitesse. Donc, vous remarquez ici que le mouvement est transmis du moteur vers la boîte de vitesse. Si j'appuie sur cette pédale, qui représente la pédale d'embrayage dans la voiture, et si je fais tourner la manivelle pour simuler les mouvements du moteur, vous remarquez maintenant que le mouvement de rotation du moteur n'est plus transmis à la boîte de vitesse. Donc, je peux changer de rapport. En relâchant la pédale, vous remarquez ici que le mouvement de rotation est transmis du moteur vers la boîte de vitesse. Alors, entre le moteur et la boîte de vitesse se trouve ce mécanisme. Donc, ce mécanisme est l'objet de notre leçon. Ce mécanisme est appelé embrayage. Donc, l'embrayage permet soit de transmettre le mouvement de rotation du moteur vers la boîte de vitesse, soit de l'interrompre en appuyant sur la pédale d'embrayage. Vous remarquez que la transmission est interrompue. Donc, on va analyser un peu ce qui se passe à l'intérieur de ce mécanisme. Alors, fonction et situation d'un embrayage. Donc, on a vu sur la maquette que l'embrayage, c'est le mécanisme qui se trouve entre le moteur et la boîte de vitesse. Il permet de transmettre ou d'interrompre le mouvement de rotation du moteur vers la boîte de vitesse. Bien sûr, c'est un système commandé, et comme vous l'avez vu, j'ai commandé le système avec la pédale dans ce cas.
Donc, fonction et situation d'un embrayage. L'embrayage est un mécanisme qui se situe entre l'organe moteur et l'organe récepteur. Il permet à un opérateur, disposant d'une commande extérieure, d'accoupler ou de séparer à volonté, progressivement ou non, les arbres respectivement solidaires du moteur et du récepteur. Vous pouvez voir ici le symbole général d'un embrayage que vous devez reconnaître sur les schémas cinématiques. Classification des embrayages. Il y a plusieurs types d'embrayages. Donc, pour classifier les types d'embrayage, on peut retenir deux choses. Le principe d'entraînement entre le moteur et le récepteur, par adhérence ou par obstacle. La nature de la commande extérieure, qui peut être soit mécanique, ou bien hydraulique pneumatique, ou bien électromagnétique. On peut ainsi distinguer trois types d'embrayage. Embrayage instantané, embrayage progressif et embrayage non commandé, dit aussi automatique ou centrifuge. Commençons par le premier type, embrayage instantané. Regardons ensemble cette présentation. Donc, en premier lieu, vous pouvez voir que l'arbre moteur tourne sans entraîner en rotation le pignon conique, récepteur bien sûr. Ensuite, l'opérateur agit sur ce levier pour déplacer le baladeur attenant ou bien un baladeur à crabeau grâce à une fourchette logée dans une gorge du baladeur. Et ainsi, lorsqu'on réalise une liaison en rotation ici, donc le mouvement de rotation est transmis du moteur vers le récepteur. Regardons de près. Donc ici, c'est le levier commandant la fourchette qui permet de déplacer le baladeur. En premier lieu, l'arbre moteur tourne sans entraîner le récepteur. Ensuite, lorsqu'on va réaliser la liaison en rotation entre le baladeur et l'élément récepteur, il faut arrêter le moteur, sinon il y a risque de cassure des crabeaux du baladeur. Donc vous remarquez que le moteur s'arrête, la liaison en rotation s'établit, et par suite, en remettant le moteur en marche, la transmission est réalisée. Donc, prenons ce premier exemple qui se trouve sur vos manuels de cours à la page 168. C'est un embrayage instantané à crabeau partenant. Donc, sur ce dessin d'ensemble partiel, on peut voir ici le 1, c'est le flasque moteur qui est représenté en rouge. 2, c'est le crabeau attenant qui est représenté en bleu. 3, c'est le flasque de sortie qui est représenté en gris, qui est lié à l'arbre récepteur. Et on a 4, c'est la fourchette commandant la translation du crabeau. Et 5, c'est un doigt de verrouillage qui permet de positionner le crabeau en position embrayée ou débrayée. Regardons sur cette animation. Donc, en premier lieu, on peut voir que l'arbre moteur tourne, plutôt le flasque moteur en rouge tourne sans entraîner la sortie. Pour réaliser la liaison en rotation entre l'élément moteur et l'élément récepteur, donc l'opérateur agit sur le levier pour déplacer le crabeau. Mais avant cela, il doit arrêter le moteur, sinon il y a risque de cassure des crabeaux du baladeur. Donc vous allez remarquer que le moteur est arrêté, le flasque moteur est arrêté. Ensuite, on réalise la liaison en rotation. Autre chose qu'on peut remarquer sur ce dessin d'ensemble, donc le dessin d'ensemble est donné en deux positions différentes. Position embrayée, position embrayée et débrayée. La moitié supérieure elle est représentée en position embrayée. La moitié inférieure est représentée en position débrayée. La différence entre les deux, c'est la position du crabeau 2. Donc la question qui est posée, dans la position embrayée, complétez la chaîne de transmission entre le flasque moteur 1, qui est représenté en rouge, jusqu'à l'arbre récepteur. Donc le flasque moteur 1 entraîne en rotation le crabeau 2, qui est représenté en bleu, donc 1 vers 2. Ensuite, 2 va entraîner le flasque de sortie 3 qui est représenté en gris. Et le flasque récepteur 3 est lié à l'arbre récepteur par une clavette, donc il va l'entraîner en rotation. Donc la bonne réponse c'est 1, 2, 3, arbre récepteur. Deuxième exemple, il se trouve aussi sur vos manuels de cours à la page 168. Il s'agit d'un embrayage instantané à crabeau par cannelure. Donc ici, on a 1, c'est l'arbre d'entrée, ou bien l'arbre moteur. 2, c'est la première sortie, c'est une roue dentée. 2', c'est une deuxième roue dentée, deuxième sortie.
3, c'est le crabeau à cannelure. On peut bien voir la représentation des cannelures à ce niveau. 4, c'est une fourchette commandant la translation du crabeau 3. Donc regardons sur cette animation. En premier lieu, le crabeau sera déplacé à droite. Donc vous pouvez voir qu'en premier lieu, le moteur tourne sans entraîner aucune des deux sorties. En agissant sur la fourchette, donc pour déplacer le crabeau, on va réaliser une liaison rotation entre le crabeau et la première sortie. Donc la roue 2 qui est représentée en vert. Une fois la liaison est établie par les cannelures, l'arbre d'entrée entraîne la première sortie. Sur la deuxième animation, ici, donc en premier lieu, l'arbre d'entrée tourne sans entraîner aucune des deux sorties, en agissant sur la fourchette pour déplacer le baladeur. Donc vous remarquez que l'arbre d'entrée est arrêté avant. Ensuite, la liaison en rotation est établie entre l'entrée et la deuxième sortie. Donc c'est pourquoi la transmission est réalisée de l'arbre d'entrée vers la deuxième roue. Donc, si je résume, si le crabeau 3 est déplacé à droite, l'arbre d'entrée 1 va entraîner 3 par les cannelures. Donc c'est comme si c'est la position qui est représentée sur la figure à droite. Donc 1 va entraîner 3 et 3 va entraîner la première sortie 2. Si le crabeau 3 est déplacé à gauche, comme c'est montré sur la figure qui est à droite ici, donc 1 va entraîner 3 et 3 va entraîner 2'. Alors, retenons donc pour un embrayage instantané, la transmission de mouvement est assurée par obstacle, parce qu'on l'a vu sur les deux exemples, soit les obstacles ce sont les griffes, soit ce sont les cannelures. Donc c'est une transmission par obstacle. Donc puisque c'est une transmission par obstacle, ça nous a obligés, avant d'établir la position embrayée ou débrayée, qu'il faut arrêter le moteur. Donc la manœuvre se fait toujours à l'arrêt. Deuxième type d'embrayage, l'embrayage progressif. Donc on va voir l'embrayage à contact axial, embrayage d'automobile. Alors vous avez vu tout à l'heure que lorsque j'ai manipulé la maquette du moteur, lorsque j'ai appuyé sur la pédale d'embrayage, la transmission de mouvement de rotation du moteur vers la boîte de vitesse a été interrompue. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur de ce mécanisme qui a permis cette action? Donc regardons ensemble cette animation. Donc l'embrayage est constitué principalement d'un disque d'embrayage, des lames ressorts appelées ressorts diaphragme. Lorsque j'ai appuyé sur la pédale d'embrayage, en fait, il y a une pièce appelée butée d'embrayage qui se déplace vers l'avant et qui agit sur les lames ressorts pour les déformer. Donc regardez bien, les lames ressorts se déforment et agissent sur le plateau d'embrayage qui est tiré ou bien qui est déplacé vers la droite. Regardez bien ici, à ce niveau-là. Donc vous remarquez qu'il y a un jeu entre le plateau et le disque. S'il y a ce jeu-là, la transmission sera interrompue. Donc en relâchant la pédale, les lames ressorts retrouvent leur forme initiale et permettent la transmission de mouvement entre le moteur et la boîte de vitesse. Troisième type d'embrayage, ce sont les embrayages non commandés, dits aussi automatiques ou centrifuges. Prenons cet exemple qui se trouve sur vos manuels de cours à la page 186. Donc, il s'agit d'un embrayage automatique ou centrifuge. Alors, il est appelé centrifuge parce qu'il utilise la force centrifuge pour assurer la transmission de mouvement. Alors, principalement, il est constitué d'un flasque moteur à l'intérieur duquel se trouvent des mâchoires. Ces mâchoires sont liées entre elles par des ressorts et elles sont articulées autour des axes qui sont liés au flasque moteur. C'est le même type d'embrayage utilisé dans certains modèles de scooters. Donc regardons le fonctionnement, regardons cette animation. À l'intérieur du flasque moteur se trouvent des mâchoires qui sont liées par des ressorts et qui sont articulées autour d'axes. À faible vitesse de rotation, ces mâchoires sont tirées vers l'intérieur par les ressorts. Et par suite, il n'y a pas adhérence ou bien il n'y a pas contact entre les garnitures de friction et le flasque moteur. Donc le flasque moteur tourne sans entraîner le récepteur. À grande vitesse de rotation,
à grande vitesse de rotation, ces mâchoires seront poussées vers l'extérieur par la force centrifuge et vont assurer le contact ici. Ils vont assurer le contact entre le flasque moteur et l'élément récepteur. Et par suite, la transmission est réalisée. Regardez, donc à faible vitesse de rotation, les mâchoires sont tirées vers l'intérieur. À grande vitesse de rotation, il y a contact entre les mâchoires et le flasque moteur, ce qui entraîne l'arbre récepteur en rotation. Ensuite, cette rotation est transmise vers la roue à travers un système d'engrenage. Quatrièmement, couple transmissible par un embrayage à disque. Le couple transmissible est lié à l'étendue de la surface de contact, au coefficient de frottement, à l'effort presseur. Il est calculé par la formule CT égale 2 tiers fois N fois F fois norme de grand N fois R au cube moins R au cube sur R carré moins R carré. Avec CT, c'est le couple transmissible en newton-millimètre. N, c'est le nombre de surfaces de contact. Petit f, c'est le coefficient de frottement. N, c'est l'effort presseur d'adhérence en newton. Et grand R et petit r, ce sont les rayons de la surface de contact en millimètres. On va utiliser cette formule dans une application par la suite. Donc, application. Cette application est tirée de vos manuels de cours à la page 173. Donc, ici, on a un dessin d'ensemble partiel d'un mécanisme dans lequel se trouve un embrayage à disque. Donc, l'explication. La rotation de l'arbre du moteur 1, cet arbre-là, est transmise à la poulie réceptrice 2, ici, grâce à un embrayage composé des disques 5 et 6. 5 et 6, ce sont les disques que j'ai colorés en jaune et en violet. L'effort presseur d'adhérence est assuré par le système de commande composé du levier 7 à ce niveau, le coulisseau 8 et le poussoir 4. Travail demandé. Première question. Complétez la chaîne de cinématique suivante. Alors, la chaîne cinématique de l'arbre moteur 1 jusqu'à la poulie réceptrice 2. Alors, premièrement, on remarque que 1 va entraîner 9 grâce à une liaison en rotation par clavette. Donc, 1 va entraîner 9. En regardant à ce niveau-là, on remarque que les disques 6 sont logés dans des cannelures de 9. Et si on regarde la forme des disques 6 en 3D, donc ces dentures, les dentures intérieures du disque 6, vont être logées dans les cannelures de la pièce 9. Autrement dit, lorsque 9 va tourner, va entraîner 6. Donc 9 entraîne 6. Ensuite, puisque le poussoir 4 applique une force pressante sur les disques, donc il y a adhérence entre 6 et 5. Donc 5 vont être entraînés en rotation. En regardant à ce niveau, on remarque que les disques 5 sont logés dans des cannelures de la pièce 3. En 3D, la forme des disques 5, donc vous remarquez les dentures extérieures qui vont être logées dans les cannelures du flasque 3. Donc par suite, si les disques 5 tournent, le flasque 3 tourne. Et le flasque 3 est lié à la poulie 2 par des vis. Donc la bonne réponse, 1, 9, 6, 5, 3, 2. Deuxième question, repassez en couleur les surfaces de contact. Bien sûr, on parle des surfaces de contact entre les disques. Donc, on s'intéresse à cette zone-là. La forme des disques 6 et 5, comme on l'a vu tout à l'heure, donc si je regarde cette animation, regardez bien, lorsque le contact s'établit entre les disques 6 et 5, la surface de contact, c'est cette couronne-là. Donc, si je m'intéresse à cette zone-là, attention, les surfaces de contact, il faut s'intéresser toujours aux surfaces de contact entre les disques. Donc, première surface de contact entre 6 et 5, deuxième surface, troisième surface, quatrième surface, cinquième surface de contact et enfin, sixième surface de contact. Vous remarquez que je n'ai pas coloré les surfaces de contact entre
le disque par exemple 6 et le poussoir ici. Donc parce que je m'intéresse seulement aux surfaces de contact entre les disques. Donc dans ce cas-là, le nombre de surfaces de contact n égale à 6. Quatrième question, relevez du dessin les valeurs des rayons des surfaces de contact grand R et petit r. Donc comme on l'a vu tout à l'heure, on s'intéresse aux rayons des surfaces de contact entre les disques. Donc on s'intéresse à la zone de contact entre les disques 6 et 5. Le petit rayon sera à ce niveau-là et le grand rayon sera à ce niveau. En faisant une coupe sur les disques, donc le petit rayon va correspondre à cette mesure et le grand rayon va correspondre à cette mesure. Donc, si je vais vers mon système, le petit rayon sera mesuré à ce niveau et le grand rayon sera mesuré à ce niveau. Donc, en utilisant une règle décimale, je lis la valeur ici. Donc, j'ai le petit rayon qui est égal à 27 mm. Attention, une des erreurs qu'on a remarquées lors des corrections de sujets de bac, que les élèves parfois ne font pas la différence entre millimètres et centimètres. Sur la règle, on lit 2,7 cm, donc c'est 27 mm. Et les mesures, on va les faire en millimètres. Donc en faisant attention à l'échelle, échelle 1/3, donc je sais que le dessin maintenant, il est réduit. Donc la valeur que je lis sur la règle, c'est une valeur réduite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter cette valeur? Parce que puisque le dessin est réduit, ça veut dire que la valeur réelle, elle est plus grande que 27. Donc d'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour augmenter la valeur de 27? Ben, tout simplement, il faut multiplier par l'inverse de l'échelle, c'est-à-dire 3 sur 1. Donc 27 mm, je multiplie par 3 sur 1. Donc la valeur réelle sur le système réel, c'est 81 mm. Pour le rayon grand R, je lis avec la règle 35 mm. L'échelle, c'est une réduction, donc la valeur réelle, elle est plus grande. Donc il faut multiplier par 3 sur 1. 35 fois 3 sur 1, ce qui me donne le rayon réel, grand R, égal à 105 mm. Calculer la valeur du couple transmissible, c'était si on donne l'effort presseur F égale 300 Newton, le coefficient de frottement petit f égale à 0,3, on donne la formule du couple transmissible. Donc, il suffit de faire une application numérique, on a relevé toutes les données nécessaires, donc 2/3 fois 6 fois 0,3 fois 300 fois 105 au cube moins 81 au cube sur 105 au carré moins 81 au carré. Remarquez bien, j'ai utilisé F en newton et les rayons en millimètres. Donc le résultat obtenu, ça sera 50 498, attention, newton millimètre, que je peux convertir en mètres. Donc je multiplie par 10 moins 3 ou bien je divise par 1000, ça me donne 50,498 newton mètre. Sixième question, préciser la forme des surfaces de contact. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, la forme des surfaces de contact, on l'a vu sur l'animation. Lorsque les disques 5 et 6 vont entrer en contact, ils vont se toucher sur une surface plane. Donc, la forme des surfaces de contact, surface plane. Le type de commande. Alors, on a utilisé un levier et des pièces mécaniques, les pièces 8, 4. Donc, dans ce cas-là, on dit qu'on a utilisé une commande mécanique. En déduire la désignation de cet embrayage. Alors, pour la désignation de l'embrayage, première chose qu'on a dit tout à l'heure, il faut voir est-ce qu'il s'agit d'un embrayage instantané ou bien un embrayage progressif. L'embrayage instantané, c'est la transmission par obstacle. L'embrayage progressif, c'est une transmission par adhérence. Dans notre cas, on a un contact entre des disques sur des surfaces planes, donc c'est une transmission par adhérence. Je conclus alors que mon embrayage, c'est un embrayage progressif. Constitué de plusieurs disques, donc c'est un embrayage progressif multidisque. La commande est mécanique, donc la désignation, ça sera embrayage progressif multidisque
à commande mécanique. Deuxième application, cette application est tirée du bac 2020, session principale. Vous avez le QR code si vous voulez télécharger le sujet. Donc, dans ce sujet-là, on a donné un système dans lequel on utilise un embrayage. L'extrait de la description de fonctionnement du dossier technique donc, nous dit le mouvement de rotation de l'arbre moteur 1 est transmis vers la vis mère 36 à travers un ensemble de roues dentées et l'un des deux embrayages E1 ou E2. Donc, vous voyez bien, nous sommes dans le vif de la leçon. Donc, on utilise un embrayage dans un système. Donc, embrayage E1 ou 2 selon la vitesse de déplacement du traînard. Sur ce dessin d'ensemble donc partiel, on remarque la présence de l'embrayage E2 et on a une vue éclatée de l'embrayage E2. On peut remarquer la présence des disques d'embrayage sur le dessin en 3D. Les questions qui ont été posées. Première question, préciser le type de cet embrayage et sa commande. Donc pour le type d'embrayage, donc je vous rappelle qu'on s'intéresse à la transmission, est-ce qu'elle est par obstacle ou bien par adhérence? Donc dans notre cas, il s'agit d'un embrayage qui utilise des disques, donc la transmission sera réalisée par adhérence. Et je remarque la présence de plusieurs disques à ce niveau-là. Donc il s'agit d'un embrayage progressif multidisque. Pour la commande, je remarque la présence de la pièce 27 qui attire mon attention. En consultant la nomenclature, 27, c'est une bobine. Bien sûr, on a deux bobines parce que le système est équipé par deux embrayages dans notre cas. Donc, puisqu'il s'agit d'une bobine, on dit alors que la commande est électromagnétique. Question 2. La position débrayée de l'embrayage E2 est représentée sur le dessin ci-contre dans la zone A. Regardez la zone A. Complétez à la même échelle la position embrayée dans la zone B. Alors, dans la zone A, les disques sont séparés. Je remarque que les disques sont séparés. Autrement dit, la transmission de mouvement n'est pas assurée, elle est interrompue. Donc, c'est pourquoi la question me précise que dans la zone A, le système est en position débrayée. On me demande de représenter dans la zone B la position embrayée. Je sais que la bobine, lorsqu'elle est excitée par le courant, elle va créer un champ magnétique, donc une force d'attraction magnétique. Cette force d'attraction, elle va agir sur les pièces métalliques pour les attirer. Autrement dit, le poussoir 40, ou bien la pièce 40 et la pièce 15, vont être attirés vers la bobine. Ce qui va provoquer l'adhérence entre les disques d'embrayage. Donc, voilà la position embrayée. Vous remarquez que les disques sont maintenant en contact. Il me reste juste à terminer cette partie-là qui représente les cannelures et cette partie-là. Et voilà le dessin en position embrayée. Question suivante. Calculer le couple transmissible par cet embrayage, c'était, sachant que l'effort presseur F égale à 1200 Newton, le coefficient de frottement petit f égale à 0,3, notez bien, relevez les données nécessaires à partir du dessin ci-contre à l'échelle 3/2. On donne la formule du couple transmissible. Donc on me demande de calculer le couple. Je m'intéresse à cette zone-là. Première chose à faire, il faut déterminer le nombre de surfaces de contact. Donc on s'intéresse aux surfaces de contact entre les disques. Alors, première surface de contact entre le disque qui est représenté en violet et le disque qui est en jaune. Deuxième surface et troisième surface. Je conclus alors que n égale à 3. Deuxième chose à faire, il faut mesurer les rayons grand R et petit r. Donc pour cela, comme on l'a expliqué tout à l'heure, on s'intéresse à cette zone. Donc le petit rayon de la surface de contact sera mesuré à ce niveau et le grand rayon sera mesuré à ce niveau-là. Donc, en utilisant une règle décimale, je lis le grand rayon R égale à 40 mm. En faisant attention à l'échelle, donc échelle 3/2, je conclus que le dessin est agrandi, parce que 3/2, ça fait 1,5.
je conclus aussi que la valeur que je viens mesurer est plus grande que la valeur réelle. Donc la valeur réelle, il faut la trouver en multipliant par l'inverse de l'échelle. Donc ça va me donner 40 fois 2 sur 3, 26,7 mm. Pour le petit rayon, je mesure à l'aide de la règle 23 mm. Cette valeur est agrandie, donc la valeur réelle elle est plus petite. Donc pour diminuer cette valeur, il faut multiplier par 2 sur 3. 23 fois 2 sur 3, ce qui me donne 15,3 mm. Il me reste maintenant à appliquer la formule. Je trouve une valeur numérique 23 236 newton-mm, parce qu'on a utilisé l'effort en newton et les rayons en millimètres, que je peux convertir en mètres en divisant par 1000, ce qui me donne 23,236 newton-mètres. Deuxièmement, les freins. Fonction et situation d'un frein. Problème technique, comment ralentir ou arrêter un organe, un mécanisme en mouvement. Solution, cela nécessite l'existence d'actions mécaniques antagonistes, c'est-à-dire opposées, créées par un système de freinage. Fonction et situation d'un frein. En général, le dispositif de freinage est placé à proximité de l'organe récepteur afin de réduire les chocs dans la transmission. Comme vous pouvez le remarquer sur cette chaîne de transmission de mouvement, le moteur va entraîner un système de transmission qui peut être un embrayage, un réducteur, une boîte de vitesse, un inverseur, etc. Avant le récepteur, on peut trouver le dispositif de freinage. Alors, classification des freins. Pour classifier les types de freins, on peut retenir entre autres le mode d'action, contact radial ou axial ou sans contact, la nature de la commande extérieure. On peut ainsi distinguer plusieurs types de freins. Alors, premier type, par exemple, le frein à sangle. Il est utilisé dans les boîtes de vitesse automatiques, motoculteurs, etc. Alors, c'est un frein qui n'est pas trop puissant. Alors, il est appelé frein à sangle parce que cette pièce-là est appelée sangle. Elle est équipée, vous pouvez voir ici, par des garnitures de friction qui sont rivetées sur la sangle. Donc, les garnitures, c'est eux qui vont être en contact avec l'élément tournant pour assurer son freinage. Deuxième type de frein, frein à sabot. On trouve ce type de frein dans les trains, moteur électrique à forte puissance, tours parallèles, etc. Donc c'est un frein puissant. On peut remarquer sur cette image la présence du frein à sabot, les garnitures de friction qui vont freiner la roue du train. Autre type de frein, le frein à tambour. Ce frein à tambour, on le trouve dans les automobiles et les motos, etc. Donc, vous remarquez sur cette photo, le tambour, c'est cette forme-là, c'est cette pièce qui est liée à la roue. Elle est en mouvement de rotation. À l'intérieur se trouvent des mâchoires. L'action de l'utilisateur provoque la poussée des mâchoires vers l'extérieur, qui adhère au tambour et assure son freinage. Frein à tambour utilisé dans les poids lourds. Donc la différence, c'est que les garnitures de friction ici sont plus larges. Donc en agissant sur le frein, les garnitures vont adhérer au tambour de la roue et provoquer son arrêt. Autre type de frein, frein à disque. On le trouve dans les automobiles, motos, machines diverses, etc. Donc il est appelé frein à disque parce que la pièce tournante, l'élément tournant, c'est un disque. L'action de l'utilisateur pour freiner provoque l'adhérence ou bien le frottement entre des plaquettes de frein et le disque, ce qui provoque son freinage. Frein à disque à manque de courant. Ce frein, on le retrouve dans les moteurs freins ou bien tout appareil de levage, exemple les ascenseurs, les treuils, etc. Alors, il est appelé frein à manque de courant parce qu'il est commandé par une bobine, on peut la voir à ce niveau-là. Si la bobine est excitée, le frein donc, est libre, ou bien l'élément tournant est libre. Si le courant est coupé, donc il n'y a plus alimentation de la bobine, ça provoque le freinage. On va détailler cet exemple-là par la suite. Alors,
Pour le couple de freinage pour un frein à disque. Donc c'est la même formule que le couple transmissible pour un embrayage. Donc le couple de freinage pour un frein à disque est lié à l'étendue de la surface de contact, au coefficient de frottement, à l'effort presseur, et il est calculé par la formule CF égale à 2 tiers fois N fois F fois norme de grand N fois R au cube moins R au cube sur R carré moins R carré. Donc c'est la même explication que tout à l'heure, juste que maintenant C est noté CF, donc c'est le couple de freinage. On va utiliser cette formule dans l'application. Application 1. Cette application est tirée du bac 2019 session principale et vous avez le QR code pour télécharger ce sujet. Donc, dans ce sujet-là, on a donné un système qui est équipé d'un frein. Extrait de la description de fonctionnement dossier technique. Pour des raisons de précision et de sécurité, la boîte est équipée d'un frein à manque de courant, monté au bout de l'arbre 20. C'est le mécanisme entouré dans le cercle rouge. Alors, ce mécanisme-là ressemble beaucoup à la photo qu'on a vue tout à l'heure. Donc, c'est un frein à manque de courant. Donc, il est équipé d'une bobine. C'est la pièce 35 sur le dessin. Et on peut voir le disque de freinage à ce niveau, sur lequel il y a les garnitures de friction 36 qui sont rivetées. Parce que les garnitures de friction peuvent être soit rivetées, soit collées. Donc, dans ce cas-là, dans notre cas, les garnitures sont rivetées. On peut voir que le disque peut translater par rapport à l'arbre de sortie, soit on réalise une liaison par cannelure, soit par des clavettes, comme c'est montré dans notre cas, les clavettes 34. Voilà, on a découvert ensemble un peu le système. Pour les questions qui sont posées, première question, complétée par les symboles normalisés, des liaisons, le schéma cinématique ci-contre du frein. En faisant la correspondance entre le schéma cinématique et le dessin d'ensemble, donc, la première liaison qui m'intéresse, c'est à ce niveau-là. C'est entre le disque 32 plus les garnitures 36 par rapport à l'arbre 20. Je remarque la présence de 2 clavettes 34. Par suite, je conclus qu'il y a un arrêt en rotation. Et si je regarde très bien, je remarque qu'il y a un jeu entre le disque et l'épaulement de l'arbre et entre le disque et la rondelle. Je conclus que le disque peut translater par rapport à l'arbre, donc c'est une liaison glissière. Deuxième liaison, c'est entre l'arbre 20 et le bâti 8. Je remarque la présence d'un coussinet, donc il s'agit d'un guidage en rotation par coussinet. Donc c'est une liaison pivot. Troisième liaison qui m'intéresse, c'est la liaison entre 28 par rapport au bâti. Donc, en regardant sur le dessin d'ensemble, je remarque la présence des vis 31 et des bagues 27. En consultant la nomenclature, je m'aperçois qu'il y a 3 bagues 27 et 3 vis 31. Vu que la forme de la pièce 28, c'est une forme cylindrique, dans laquelle on a monté 3 bagues, donc on peut réaliser un guidage en translation sur colonne. Je conclus alors que c'est une liaison glissière. Voilà donc le schéma cinématique. Deuxième question, quel est le type de commande du frein? Alors, quelque chose qui attire mon attention, c'est la pièce 35. En consultant la nomenclature, 35 c'est une bobine. Je conclus alors que la commande de ce frein, c'est une commande électromagnétique. Troisièmement, suite à l'état du dessin d'ensemble, indiquez si la bobine 35 est excitée ou non. Justifiez votre réponse. Donc, en regardant bien le dessin d'ensemble, je m'aperçois que le disque de freinage est en contact avec le plateau mobile 28 et en contact aussi avec le bâti ou bien le frotteur 26. Je conclus alors que les ressorts 37, c'est eux qui ont poussé le plateau mobile contre le disque pour l'appliquer contre le frotteur. Donc la bobine, dans ce cas-là, n'est pas excitée. Parce que si la bobine était excitée, elle va attirer vers elle le plateau 28. Donc la réponse, la bobine est non excitée
car il y a contact entre les garnitures 36 et les plateaux 28 et 26. Déduire dans ce cas si la boîte est freinée ou libre. Puisque le disque de freinage est en contact avec le frotteur, c'est-à-dire le bâti, je conclus alors que la boîte est freinée. La boîte, dans ce cas, est freinée. Quatrième question. On donne l'expression du couple de freinage, CF. Le coefficient de frottement petit f égale à 0,4. Déduire du dessin d'ensemble le nombre de surfaces de frottement n et relever les rayons correspondant petit r et grand R. Donc, première chose à faire, c'est de déterminer le nombre de surfaces de contact. On s'intéresse à cette zone-là. Alors, les garnitures sont rivetées sur le disque de frein. Donc, le premier contact va être entre le plateau mobile 28 et les garnitures. Et le deuxième contact, c'est entre le frotteur et les garnitures. Donc, dans ce cas-là, n égale 2. Maintenant, il faut déterminer les rayons. Donc, pour cela, j'agrandis cette zone-là. Je vous rappelle que le rayon, c'est le rayon de la surface de contact, bien sûr, entre les garnitures et les plateaux. Donc, le rayon grand R va être mesuré à ce niveau et petit r à ce niveau-là. Faisons la mesure. Donc, petit r égale 10 mm. En faisant attention à l'échelle, c'est une échelle de réduction. Le dessin est réduit, donc la valeur réelle, elle est plus grande. Donc, il faut multiplier par 2 sur 1. Donc, 10 fois 2 sur 1, ce qui me donne 20 mm. Pour le rayon grand R, je mesure 20 mm. C'est plus petit que le réel, donc 20 mm fois 2 sur 1. Donc, réellement, le rayon grand R égale à 40 mm. Alors, calculer l'effort presseur FP fourni par les ressorts 37, permettant un couple de freinage CF égale 70 Nm. On m'a donné la formule du couple de freinage. On me demande de tirer FP. Donc, FP égale 3 fois CF fois R au carré moins R au carré. Les termes qui étaient en bas donc, sont maintenant en haut. Et je divise par les termes qui sont en haut vont devenir en bas. Autrement dit, 2 fois N fois F fois R au cube moins R au cube. Alors, le couple de freinage est donné en Newton-mètre. Donc, faites attention lorsqu'on va faire l'application numérique. Puisque les rayons, on les a trouvés en millimètres, donc on doit convertir le couple aussi en millimètres. C'est pourquoi j'ai multiplié par 10 puissance 3. 70 Nm égale à 70 fois 10 3 Nm. Ce qui me donne comme application numérique FP égale à 2812,5 Newton. Question C. D'après le tableau suivant, choisir le type et le nombre de ressorts convenant pour ce frein et justifier ce choix. Alors, on a trouvé que l'effort presseur du frein, c'est 2812,5 Newton. On me donne un tableau dans lequel se trouvent 3 types de ressorts. On m'a donné la charge maxi en Newton, c'est-à-dire l'effort que peut produire ce ressort. Et on me demande de choisir le type qui me convient. Donc, j'ai besoin d'un effort total de 2812,5. Je divise par exemple pour le premier type 2812,5 par 526. Je retrouve 5,34. Donc ce n'est pas logique d'avoir 5,34 ressorts. Si j'essaie avec le deuxième type, je fais 2812,5 divisé par 662,5, je trouve 4,24. Et si j'essaie avec le troisième type, alors je retrouve ici un nombre entier. Et je sais que j'ai besoin d'un nombre entier de ressorts. Donc, je choisis le type 3. Le nombre, c'est 3 ressorts, c'est-à-dire justification, parce que si je fais 937,5, la charge d'un seul ressort, multiplié par 3, ça veut dire 3 ressorts, je trouve l'effort presseur total de freinage de 2812,5 Newton. Application 2. Donc, on a un dessin d'ensemble partiel dans lequel maintenant se trouve un système équipé d'un embrayage frein. Donc, en premier lieu, on a vu les embrayages
seul. Ensuite, on a vu frein seul. Maintenant, on va voir dans ce système qui est équipé d'un embrayage et d'un frein en même temps. Le dessin d'ensemble ci-contre représente un réducteur à engrenage commandé par un embrayage frein à commande électromagnétique. Si la bobine 41, vous pouvez suivre sur le dessin d'ensemble, si la bobine 41 est excitée, la rotation de la poulie motrice P1 est transmise à l'arbre d'entrée 1 et par suite à l'arbre de sortie 23. 23, c'est à ce niveau, l'arbre de sortie, à travers le réducteur constitué des engrenages 18, 17, 21 et 20. 18, 17, 21 et 20. Si la bobine 41 n'est pas excitée, les ressorts 11 qui se trouvent à ce niveau provoquent le freinage de l'arbre 1 et par suite le freinage du réducteur. Question posée. Première question, indiquez sur le dessin ci-dessous les repères des pièces. Donc en regardant entre le dessin 2D et le dessin 3D, je m'aperçois que cette pièce, c'est la pièce 4. Ici, on a la garniture de friction, donc c'est 6. Cette pièce-là, c'est le disque de frein 5. Je peux voir les disques d'embrayage 7. Les disques d'embrayage aussi 8. Le poussoir 9. La bobine 41. La poulie motrice P1. Les ressorts 11. Et l'arbre d'entrée du réducteur 1. Deuxième question, identifiez les deux phases du système embrayé et freiné. Alors, sur le premier dessin, je remarque que les disques d'embrayage sont séparés, donc la transmission n'est pas assurée, et je remarque que la garniture du frein est en contact avec le frotteur, c'est-à-dire le bâti. Donc, le disque, il est en contact avec quelque chose qui est fixe. Je conclus alors que le système ici est en position freinée. Pour le deuxième dessin, je remarque que les disques d'embrayage sont en contact, donc il y a transmission de mouvement, et le disque du frein, avec les garnitures, sont séparés du frotteur. Donc je conclus que cette position, c'est la position embrayée. Question suivante. Complétez le tableau suivant par tourne ou ne tourne pas. Donc vous avez pièce P1, 1, 5, 7, 9, 8. Phase embrayée et phase freinée. Suivez bien sur les deux dessins. Je commence par la phase embrayée. La poulie P1 tourne parce que le moteur entraîne la poulie P1. Si la poulie P1 tourne, ça veut dire que la pièce 9 qui est en jaune va tourner parce qu'il y a une goupille entre les deux. Il y a un obstacle. Donc 9 tourne. Si 9 tourne, elle va entraîner avec elle les disques 8 qui sont logés dans les cannelures. Donc 8 tourne. Puisque les disques 8 et les disques 7 dans la position embrayée sont en contact, il y a adhérence, donc les disques 7 tournent. Et les disques 7 sont logés dans des cannelures de la pièce 5, donc 5 tournent. Il y a une clavette entre 5 et 1, donc 1 tourne. Dans la position embrayée, toutes les pièces tournent. Maintenant, la position freinée, le dessin qui est à gauche. L'arbre 1 ne tourne pas. Pourquoi l'arbre 1 ne tourne pas? Parce que le disque de freinage 5 avec la garniture est en contact avec le frotteur. Donc il est en contact avec une pièce fixe. Donc 5 ne tourne pas. Si 5 ne tourne pas, ça veut dire les disques qui sont logés dans ces cannelures, autrement dit les disques 7, ne tournent pas. Or, le moteur continue à tourner dans ce cas-là. Donc la poulie P1, elle est obligée de tourner. Donc P1 tourne. Si P1 tourne, obligatoirement la pièce 9, qui est liée à la poulie P1 par une goupille, donc tourne. Et si 9 tourne, elle va entraîner avec elle les disques qui sont logés dans ces cannelures, autrement dit les disques 8. Ça veut dire dans la position embrayée, dans la position freinée,
Les disques 8 tournent, mais les disques 7 ne tournent pas. Question 4, on donne l'expression du couple de freinage et la valeur de l'effort presseur d'un ressort F11 égale à 15 newtons. Les dimensions sont à relever sur le dessin d'ensemble. Pour un couple de freinage, c'est F égale à 1,3 Nm, calculez le coefficient de frottement. Donc, dans ce cas-là, on a la formule CF égale 2 tiers fois N fois F fois Fp sur fois R au cube moins R au cube sur R carré moins R carré. On me demande dans ce cas de tirer le coefficient de frottement. Donc, F égale 3 fois CF fois R carré moins R carré sur 2 fois N fois Fp fois R au cube moins R au cube. Alors, en regardant le dessin, première chose à faire, il faut identifier le nombre de surfaces de contact. Alors, attention, on s'intéresse au frein. Étant donné que la garniture 6 est collée sur le disque 5 à ce niveau-là, donc la garniture est collée ici, autrement dit, il y a un seul contact entre la garniture et le frotteur 4. Je conclus alors que n égale à 1. Deuxième chose à faire, il faut déterminer grand R et petit r. Donc le grand rayon de la surface de contact sera mesuré à ce niveau. Je commence par le grand rayon. Donc je lis R égale à 60 mm. En faisant attention à l'échelle, échelle 7 dixièmes, donc c'est une échelle de réduction. Autrement dit, le dessin est réduit. Donc la valeur réelle, elle est plus grande que 60. Donc il faut multiplier par 10 sur 7, ce qui me donne 85,7 mm réellement. Pour le petit rayon, je mesure petit r à ce niveau. Je lis sur la règle 47 mm. Donc c'est une valeur réduite. Je multiplie par 10 sur 7, ce qui me donne réellement petit r égale 67,1 mm. La valeur de l'effort presseur, donc on a F11 égale à 15 newtons. Le couple de freinage égale à 1,3 Nm. Je vais faire l'application numérique, mais avant cela, je remarque que Fp, c'est l'effort presseur total pour le freinage. En consultant la nomenclature pour voir le nombre de ressorts 11, je remarque qu'il y a 3 ressorts. Donc chaque ressort a un effort de 15 newtons. C'est pourquoi Fp égale à 3 fois F11. Donc l'application numérique, j'ai tenu compte des nombres des ressorts. Je trouve un coefficient de frottement, petit f égale à 0,37. Bien sûr, sans unité, c'est un coefficient. Petit b, choisir le type d'acier qui convient pour la pièce 4. Le frotteur, c'est-à-dire, afin de produire ce couple de freinage en cochant la case correspondante. On me donne un tableau dans lequel se trouvent 3 types d'acier. Chaque type d'acier a un coefficient de frottement acier sur garniture. Alors on sait que le coefficient de frottement petit f égale à 0,37 qu'on a trouvé, c'est le coefficient minimal pour assurer le freinage. Donc il ne faut pas prendre un coefficient plus faible que 0,37. Le seul matériau qui me convient, c'est le GE 335 qui a un coefficient de frottement 0,4. Voilà, ainsi s'achève notre leçon. J'espère que j'ai éclairci certaines notions sur les embrayages et les freins. Je vous souhaite une bonne révision et plein de réussite dans vos examens de bac. Au revoir et merci.